Oui, on peut. Bismillah, ya Rabbi. Oui. Alors, on va voir les déficits immunitaires primitifs. Alors, comme introduction, on va voir que le système immunitaire, il agit différemment. Il y a l'immunité innée au cœur de l'évolution d'un système efficace de défense contre les agents extérieurs, principalement infectieux, a été mis en place. Ce système est le résultant de deux types d'immunité. Il y a l'immunité innée avec les barrières cutanéo-muqueuses, le micro-environnement, c'est-à-dire les sécrétions lacrymales, le suc gastrique, les enzymes, euh, le sébum, tout ce qui s'ensuit, les facteurs humoraux plutôt, comme l'interféron, les protéines basiques et le complément, plus les cellules comme le PNN, le macrophage, les cellules NK et les cellules dendritiques, plus la réponse immunitaire acquise. La réponse immunitaire acquise, le chef de file, le chef de reprise plutôt, le CD4, le CD8, les lymphocytes T régulateurs, le lymphocyte T, le lymphocyte B, le plasmocyte et les immunoglobulines de la réponse immunitaire adaptative. Faudrait, pour qu'il y ait une bonne réponse adaptée, je ne parle pas de la réponse immunitaire adaptative, mais une bonne réponse adaptée à l'intrusion, il faudrait qu'il y ait un bon système immunitaire mis en place, bien développé, là, du côté humoral ou cellulaire, acquis ou inné. Alors, si on parle d'une bonne réponse, par exemple dans la réponse immunitaire adaptative, si nous avions un bon lymphocyte T CD4 fonctionnel qui va activer les lymphocytes B, les plasmocytes, qui va les activer en plasmocytes, il y aura une bonne sécrétion d'immunoglobulines. Il va aussi agir sur les macrophages et les PNL pour qu'il y ait une bonne explosion oxydative en réponse immunitaire adaptative. Et il va agir aussi sur les lymphocytes T CD8 qui deviennent cytotoxiques et ils vont tuer les cellules infectées ou affectées par des virus ou par un processus tumoral. Si vous me suivez, alors nous aurions toujours besoin d'un bon pôle de cellules immunitaires innées fonctionnelles. On parle de la qualité et la quantité. La quantité, c'est toutes les cellules qui sont présentes en nombre nécessaire et la qualité, c'est la fonctionnalité de la cellule qui est fonctionnelle, qui va agir. Elle bouge, elle va au niveau du site inflammatoire et elle peut agir. Ça, c'est une cellule qui est quantitativement bonne et la réponse, elle est adaptée. Alors, pour le système immunitaire adaptatif, pour un bon développement d'un système immunitaire adaptatif et surtout le lymphocyte T, B et NK, les cellules lymphoïdes, nous aurions, nous aurions le progéniteur commun lymphoïde. Il va se développer sous l'influence d'un micro-environnement de la moelle osseuse et sous l'influence de plusieurs facteurs de transcription. Je vous ai décrit c'est décrit dans cette planche, c'est pas la mienne, qu'il y a plusieurs facteurs de transcription qui agissent à différents niveaux et à différentes échelles pour aboutir à la fin de cellules lymphoïdes qui sont les NK, les CD4, CD8 et les lymphocytes B avec une bonne activité fonctionnelle. Alors, disons que en premier, il y a la cellule souche hématopoïétique, il y a le progéniteur commun lymphoïde, et après, nous aurions, par exemple, pour ce progéniteur, pour qu'il se développe en pro-NK, c'est-à-dire pour avoir le précurseur NK, nous aurions besoin obligatoirement de ces facteurs qui sont la chaîne gamma C, le JAK3 et l'ADA. Ça, ce sont des exemples. On va les comprendre au fur et à mesure dans ce cours-là. Regardez la même chose pour le lymphocyte B. Ça, c'est pour la réponse immunitaire immorale déficitaire. Si nous aurions un déficit par exemple, en la chaîne gamma C, vous voyez là, en bas, le blocage à ce niveau-là, le pro-B en pré-B, il y a certains déficits, par exemple la chaîne MU, IG-alpha, ce sont des facteurs de transduction de signal.
S'il y aura déficit d'un de ces éléments, nous aurions un déficit en développant en lymphocyte B. D'accord? On va obtenir que des pro-B. Quantitativement, nous aurions des pro-B. Phénotypiquement, ils sont différents des pré-B et ils sont différents des lymphocytes B parce qu'ils ne sont pas matures, ils sont non fonctionnels. Alors, rôle des cytokines, on a vu les rôles nous avions vu le rôle des facteurs de transcription et maintenant on va voir le rôle des cytokines. Vous saviez qu'au cours d'un développement d'une cellule d'immunité innée ou adaptative, on a besoin de plusieurs facteurs tels que les cytokines. Nous avons besoin des facteurs de transcription plus les cytokines. Les cytokines ont un rôle très important. Pourquoi? Parce que les cytokines, c'est eux qui vont agir sur les facteurs de transcription en les activant ou bien en les inhibant. À différents stades, nous aurions une activation de certains facteurs et à l'autre stade, il faudrait activer d'autres et inhiber les facteurs de transcription du stade précédent. Et du coup, les cytokines agissent indirectement sur ces facteurs de transcription. C'est-à-dire, si nous aurions un déficit, je parlerai par exemple de l'ADA, non, je ne parle pas de l'ADA, par exemple du CD40, il faudrait qu'il y ait plutôt l'IL4 qui va activer le lymphocyte B, il va exprimer le CD4 et par la suite, il y aura association ou bien interaction lymphocyte T, lymphocyte B, pour qu'il y ait un switch et le lymphocyte B, il va donner un nouveau isotype d'immunoglobuline. Si nous aurions un déficit en IL4, le CD40 ligand ne sera pas exprimé et du coup, il y aura une abolition du switch. Vous voyez, c'est différents stades. Les cytokines interviennent au cours du développement des cellules souches hématopoïétiques et au cours des interactions de l'ordre de la réponse immunitaire, pour préciser réponse immunitaire innée, adaptative, explosion oxydative, et ainsi de suite. L'IL2 n'est pas indispensable pour la maturation des lymphocytes. Le seul défaut de l'IL2 récepteur ne peut expliquer l'absence de différence lymphocyte T et NK, puisque chez la souris, l'IL2, comme chez les patients sélectivement incapables de produire l'IL2, la différenciation des lymphocytes T et NK, elle est normale. Je ne sais pas si vous aviez vu au cours de dans le cours du lymphocyte T, l'importance de l'IL2 pour l'expansion clonale, c'est-à-dire le lymphocyte T, après son activation, pour qu'il se multiplie, c'est une multiplication clonale, c'est-à-dire il va se diviser in situ et donner plusieurs lymphocytes T en même temps, sans puiser le stock présent au niveau du thymus ou bien au niveau du ganglion lymphatique, le lymphocyte T. Il va se multiplier au niveau du site inflammatoire sous l'action de l'IL2. Si elle est déficitaire, ça ne va pas affecter la fonctionnalité du lymphocyte T. Par contre, les cytokines ions pour ligand des récepteurs possédant une chaîne gamma l'IL2, la gamma C, la chaîne gamma C et JAK3 sont importants dans le développement des lymphocytes. On a parlé de l'IL2, mais par contre, il y a une chaîne commune. Vous savez, les récepteurs, ce n'est pas un seul récepteur, c'est plusieurs molécules, c'est des polymères. C'est des polymères qui vont s'associer pour composer un récepteur. Je vous ai donné le récepteur de la chaîne gamma C commune entre l'IL2, 4, 7, 9, 15 et 21. Si elle est déficitaire, d'accord, et son gène, il est codé par le chromosome X, c'est-à-dire elle est liée au sexe, du coup, il y aura une diminution de l'expression des lymphocytes T et NK. Elle va agir sur les T et les NK parce que l'IL7, elle est indispensable pour le développement du lymphocyte T et la gamma C constitue le récepteur d'IL7 et l'IL15, elle est indispensable pour le développement au cours de la lymphopoïèse de la cellule NK et la gamma C est présente chez le récepteur d'IL15. Ce sont des exemples pour vous éclaircir comment expliquer les déficits immunitaires cellulaires. Regardez là, ça c'est le récepteur, différents récepteurs, il y a 2, 4, 7, 9 et 15. Et vous voyez là en jaune, à droite,
la chaîne gamma-C commune. Vous voyez la chaîne gamma-C commune du récepteur et vous voyez le signal, il est transmis par le module de transduction du signal JAK. C'est-à-dire le déficit en gamma-C ou en JAK a les mêmes conséquences. IL-12 interférents gamma agissent sur la réponse immunitaire cellulaire, comme pour certains déficits et prédispositions aux mycobactéries. Ce pas des déficits qui sont majeurs, mais on signale le rôle d'IL-12 et d'interférents gamma. En intracellulaire, il y a le module JAK3, dont je vous ai parlé et je vous ai donné l'exemple du CD40, rôle dans le phénomène de switch, c'est-à-dire si on change la sécrétion d'immunoglobuline de IgG vers IgA ou bien vers IgE, on a besoin du CD40 pour agir entre lymphocyte T, pour interaction lymphocyte T et lymphocyte B. Alors, on va introduire maintenant les déficits immunitaires. C'est quoi le déficit immunitaire? Ces déficits immunitaires héréditaires sont des maladies génétiques rares, dont la fréquence est estimée à 1 par 4000 naissances dans la population générale. Il existe actuellement plus de 340 jusqu'à 400 déficits immunitaires héréditaires décrits avec, pour la majorité d'entre eux, en cause génétique connue. Ces déficitaires sont habituellement classés en sous-groupes en fonction du défaut immunologique biologique impliqué. Il y a les déficits immunitaires combinés qui touchent à la fois à la réponse immunitaire cellulaire et humorale, les déficits humoraux, les déficits des cellules phagocytaires, les déficits du complément, les déficits de la réponse immunitaire innée et les déficits de l'homéostasie du système immunitaire. On va commencer. Alors, déficit immunitaire primitif, toujours comme la définition, sont l'expression de défauts intrinsèques. Il y a un défaut intrinsèque, c'est-à-dire il y a un déficit quelque part en gène, il y a une mutation ponctuelle, bien une mutation qui touche, elle est hétérozygote, à divers des gènes codant pour des molécules essentielles pour le fonctionnement de ce système. Je vous ai donné l'exemple de la chaîne gamma-C présente sur le chromosome X. S'il y a un déficit hétérozygote, il y a une expression moindre de cette chaîne gamma-C et du coup, nous aurions un déficit en lymphocyte T et NK. Ces déficits, bien que rares, imposent un diagnostic précoce. Ils ont des conséquences parfois très graves, d'accord? Élément majeur du pronostic de ces pathologies à issue souvent fatale en l'absence de traitement spécifique. Comment se manifestent ces déficits? Si je vais revenir un peu en arrière, nous aurions des déficits principalement des lymphocytes de la réponse immunitaire adaptative, ainsi que innés, tels que lymphocyte T, lymphocyte B et le NK, plus le déficit, ça c'est un déficit à part, il est peut-être majeur comme les SCID, ce qu'on appelle les SCID, il peut être moins grave, c'est les déficits combinés, mais ils ne sont pas sévères. Il y a les déficits humoraux, et puis il y a les déficits de la réponse immunitaire innée, tels que le déficit en phagocytose, le déficit en mouvement, les déficits en complément et plusieurs autres déficits. Comment se manifestent ces déficits? Alors, les déficits immunitaires, ils ont des manifestations polymorphes. Il y a des infections récurrentes, surtout sévères et résistantes, des maladies auto-immunes, expression de certaines maladies auto-immunes, des allergies, parfois des cancers, et des fois, c'est des signes particuliers tels que l'ataxie et l'eczéma. Alors, cliniquement, on va revoir les infections récidivantes et sévères, infections à germes intracellulaires telles que les mycobactéries Candida pneumocystis carinii, infections à germes pyogènes extracellulaires. Si on va détailler, les infections à germes intracellulaires impliquent la réponse immunitaire intracellulaire et on doit penser aux lymphocytes T, d'accord, et au NK, déficit NK lymphocyte T. Les infections à germes pyogènes extracellulaires, c'est la réponse immunitaire extracellulaire, telles que le pneumocoque Haemophilus, touchant surtout la sphère ORL et les poumons,
survenant après le 6e mois chez l'enfant, rarement chez l'adulte dans les déficits immunitaires humoraux. On les rencontre dans les déficits immunitaires humoraux. Les infections répétées atypiques sont pues, comme la granulomatose de la peau, des poumons, de l'os, du péridonte, staphylocoque, pyocyannique, mycobactéries, candida et aspergillus. Infections bactériennes récurrentes, surtout un Neisseria, survenant chez l'enfant plus tard dans le déficit du complément. Les manifestations auto-immunes telles que les cytopénies, vascularites, les puces, secondaires aux cytopénies, vascularites, les puces sont décrites dans le déficit immunitaire humoraux et les déficits en complément. Une hypoplasie des organes lymphoïdes, si nous aurions une activité réduite du système immunitaire, systématiquement, comme conséquence, nous aurions une atrophie des organes lymphoïdes secondaires. Si on n'aura pas de réponse inflammatoire au niveau du ganglion pendant un bon moment, le ganglion lymphatique va s'atrophier. D'accord? Une atrophie des amygdales, des ganglions lymphatiques, du thymus, et ainsi de suite. Alors, un syndrome lymphoprolifératif observé au cours de nombreux déficits humoraux cellulaires, mais il est rarement inaugural, souvent de type hodgkinien, parfois lié à une infection EBV secondaire, néoplasie parce qu'il y a un déficit immunitaire, et le BV, c'est un germe commensal de la flore ORL, et du coup, le BV va donner, il est très cancérigène et il va causer des dégâts de type lymphome non-hodgkinien. Des noéoplasies solides dues à un défaut de réparation chromosomique comme l'ataxie et l'angiectasie, divers autres signes, syndrome malformatif, retard mental, signes neurologiques peuvent constituer des signes d'orientation. Alors, cas connu ou suspecté de la famille ou de la fratrie. Donc, selon le type d'infection et l'âge de survenue, ces symptômes, on suspectera plus volontiers un déficit immunitaire humoral ou cellulaire ou de la phagocytose. Du coup, les signes cliniques définissent le type de déficit immunitaire. D'accord? Tout ce qui est intracellulaire, on suspecte un déficit en lymphocytes T, CD8 et CTL. C'est les CTL, c'est les cellules cytotoxiques. Et en NK, en cellules NK, qui agissent en intracellulaire, pour la réponse immunitaire adaptative. Donc, ça, tout dépend de la sévérité. Si c'est très sévère, c'est un SCID TNK. Si c'est moins sévère, il faut suspecter aussi les déficits de la réponse immunitaire innée. Si ce sont des germes extracellulaires, ils surviennent après les 6 mois, parce que avant 6 mois, l'enfant ou le nourrisson plutôt, il est couvert par les immunoglobulines transférées au cours de la grossesse, qui persistent pendant 6 mois. Après 6 mois, ils vont disparaître progressivement pour qu'ils soient reliés par les immunoglobulines du nourrisson. Et s'il y a déficit, à ce moment-là, il n'y aura pas de sécrétion d'immunoglobulines par le nourrisson et du coup, il va commencer à développer des infections à germes extracellulaires et ça va nous alarmer ou ça va nous orienter vers un déficit de la réponse immunitaire immorale. Alors, il y a d'autres signes spécifiques plus rares, tels que l'infection sans pu dans le LAD. Le LAD, c'est un défaut de la mobilité des macrophages, des PNN. Elle ne présente pas une molécule d'adhésion et du coup, elle ne pourra pas aller vers le site inflammatoire. Ataxie téléangiectasie dans le syndrome ataxie téléangiectasie, hypoplasie thymique dans le syndrome de Dijors qu'on verra dans les déficits syndromiques, abcès granulome pyodermique dans la granulomatose septique chronique, c'est un défaut d'explosion oxydative. Il y a une enzyme déficitaire et du coup, le PNN ne peut pas exercer. Il y a des PNN, ils sont dans le site infectieux, mais ils sont impuissants, ils sont incapables de générer une explosion oxydative pour tuer le germe. D'accord? Thrombopénie, eczéma, exemple, le syndrome de Wiskott-Aldrich. Si on va résumer, infection sévère et récidivante,
Nous aurions le premier mois, germe intracellulaire, mycobactéries, candida, multiples, c'est le déficit combiné sévère, c'est-à-dire TBNK. Au-delà de 6 mois, germe pyogène extracellulaire, localisation ORL et pulmonaire, déficit humoraux. Et le premier mois, le germe, alors, infection à germe pyogène et fongique, staphylocoque, localisation peau, os, poumon, déficit de la phagocytose. Fréquence relativement rare, séparément, mais plus de 400 types de déficits immunitaires primitifs ont été identifiés. Ils sont plus fréquents dans la population à forte consanguinité. D'accord? Du coup, dans l'interrogatoire, on doit demander la notion de consanguinité. C'est la première question à poser entre les parents. Pourquoi étudie-t-on les déficits immunitaires? Ils ont contribué grandement à la compréhension du fonctionnement du système immunitaire. C'est-à-dire, lorsqu'on a découvert qu'il y a des déficits immunitaires, que les chercheurs ont découvert la notion de déficit immunitaire, ils ont cherché à savoir comment se développe le système immunitaire et à connaître chaque étape du développement avec les facteurs de transcription et les immunoglobulines nécessaires. Et du coup, ils ont épinglé chaque déficit avec les éléments qui sont à l'origine de ce déficit immunitaire. Le terme de véritable expérience de la nature a été employé. La compréhension de leur base moléculaire a rendu le diagnostic et le traitement plus spécifique, plus efficace. Si nous aurions un déficit humoral, il faut introduire, il faut donner ou injecter des immunoglobulines diverses, globales. Elles sont collectées d'impôts de population générale pour leur donner aux enfants déficitaires et il y aura une injection pour aider l'enfant à réagir ou bien cet adolescent ou cette personne à réagir par le biais des immunoglobulines de donneur. C'est un don. Si nous aurions un déficit cellulaire, une thérapie génique est possible. Si on reconnaît le gène touché, il y a possibilité de corriger ce déficit ou cette mutation. La prise en charge précoce permet de réduire coûts médicaux et sociaux de ces affections. Du moment où nous saurons que c'est un déficit immunitaire, il y aura moins d'hospitalisation, il y aura moins de conséquences sur cet enfant et on va conserver la fonctionnalité des organes nobles et le coût de ces hospitalisations et de sa pathologie. Alors, on va voir par la suite déficit par déficit, mais avant, on va voir comment explorer ces déficits immunitaires. Parce qu'un déficit immunitaire, c'est comment l'aborder. Il peut passer inaperçu parfois. On ne peut pas l'étiqueter. On va penser à tout sauf à un déficit immunitaire parce que ce pas des affections très fréquentes. Étape 1, c'est l'interrogatoire. Et je vous ai dit que l'interrogatoire, il est important. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'âge de début. C'est en néonatal, un enfant, dès qu'on lui injecte son vaccin de BCG, le lendemain, il va faire une BCGite, d'accord, une réviviscence du BCG, du mycobacterium. On va penser directement à un déficit immunitaire cellulaire, parce que à la naissance, la réponse immunitaire cellulaire, elle est excellente. Nous aurions un grand nombre de lymphocytes T. Il a juste besoin de rencontrer des agents infectieux pour réagir efficacement et rapidement. Ce n'est pas l'apanage du nouveau-né, les infections à germes intracellulaires, d'accord? Parce que son système immunitaire, il est excellent. Alors, s'il fait une BCG ou une infection, il faut penser à un déficit immunitaire cellulaire. La deuxième des choses, je vous ai parlé de la consanguinité, d'accord? S'il y a une notion de consanguinité, ça nous oriente vers le déficit immunitaire. Des cas similaires dans la fratrie, des décès dans la fratrie. Généralement, dans un déficit immunitaire, on trouve la notion de mort in utero et de décès après la naissance ou bien à la naissance. C'est très fréquent. Accidents vaccinaux tels que les BCJ et autres, examen clinique, on recherche les adénopathies pour voir s'il n'y a pas une hypotrophie, la splénomégalie, retard de la chute du cordon ombilical qui nous oriente vers le LAD, eczéma, et ainsi de suite.
D'accord? L'interrogatoire, il est très important. Alors, la deuxième étape de première intention, c'est éliminer un déficit immunitaire acquis. C'est-à-dire, on parle d'un déficit immunitaire primitif, mais il ne faut pas passer à côté d'un déficit immunitaire acquis, tel que affection par le VIH, le VIH néonatal, un traitement immunosuppresseur, une lymphopathie maligne qui peut donner un déficit immunitaire secondaire et plusieurs autres facteurs tels que les radiations, quoi encore. Certaines infections virales peuvent donner un déficit immunitaire acquis mais transitoire, c'est pas définitif. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a pensé qu'il y a un déficit immunitaire. La première des choses, on réalise une formule pour rechercher les PNN, si on a une neutropénie ou bien une polynucléose, une hyperleucocytose avec équilibre leucocytaire. Une lymphopénie chez un nourrisson, on doit penser au déficit en lymphocytes T, une thrombopénie, tel que le syndrome de Wiskott-Aldrich. Dosage des immunoglobulines pour savoir si nous aurions un déficit en lymphocytes T, B, NK différents. Parfois, nous avons les T B positif, mais on n'a pas d'immunoglobuline parce que l'interaction T-B, elle est capitale pour qu'il y ait sécrétion d'immunoglobulines et de switch. D'accord? Et du coup, si nous avions une diminution des immunoglobulines, ça peut être un déficit humoral comme ça peut être aussi un déficit secondaire, déficit cellulaire qui s'est répercuté sur la réponse humorale. Alors, immunophénotypage, vous aviez vu la cytométrie en flux, et pour le typage lymphocytaire. Vous l'aviez vu, répondez-moi sur, s'il vous plaît. Vous aviez vu dans les techniques la cytométrie. Est-ce que vous avez déjà vu la cytométrie? Vous connaissez le principe de la cytométrie? Alors, la cytométrie, avez-vous déjà vu la cytométrie? Je ne trouve pas de réponse. La cytométrie est son principe. Alors, si vous connaissez la cytométrie, c'est un système qui nous permet d'identifier le phénotype cellulaire. C'est-à-dire, il va chercher certains antigènes exprimés par les cellules, d'accord, pour la caractériser. Je vais dire le lymphocyte T. Pour chercher, on fait un double phénotypage. On va chercher le CD3 et le TCR, par exemple, sur le lymphocyte T pour savoir il y a combien de lymphocytes T chez cet individu. On prélève un échantillon sanguin et on va le marquer par des anticorps monoclonaux fluorescents. Par la suite, il va passer sur cet automate qui va étudier le phénotype du lymphocyte T et après, il va le comparer à un témoin, d'accord, un échantillon témoin qui est normal. Et il va nous quantifier le pourcentage de lymphocyte T chez cette personne. Si elle est normale, d'accord, il va l'exprimer, lymphocyte T, CD4 et CD3 normaux. S'il est diminué, on va trouver un taux réduit par rapport au témoin pour étudier. Ça, je vous ai donné l'exemple du lymphocyte T. On peut étudier le lymphocyte B, les NK, toutes sortes de cellules circulantes, hein, tout ce qui est circulant. On ne peut pas étudier, par exemple, le macrophage. Par contre, on peut étudier les monocytes. D'accord? Je vois une question, je vais répondre tout à l'heure. D'accord? Alors, récepteurs des interleukines qui sont indispensables pour la maturation. Récepteurs des interleukines. Alors, je vois une question. Récepteurs
C'est quoi la chaîne gamma? Elle fait partie des récepteurs des interleukines qui sont indispensables pour la maturation. Je vais reprendre tout à l'heure les questions, d'accord? L'immunophénotypage, pour voir s'il y a un déficit en lymphocyte T, lymphocyte B et NK. Test de transformation lymphoblastique, toujours avec le cytomètre. On va mettre en contact le lymphocyte T avec des cytokines pour l'activer. Et après cette activation, le lymphocyte T, il va exprimer certains récepteurs tels que les récepteurs de l'interféron. S'il va l'exprimer, ça veut dire qu'il est fonctionnel. Et par la suite, on va rajouter des immunoglobulines qui se fixent sur ce récepteur et on va l'étudier par cytométrie. S'il l'exprime, on va trouver une quantité aussi normale. S'il ne va pas l'exprimer, le lymphocyte T ne s'est pas activé et du coup, il y a un problème. Ou bien ce lymphocyte T, il n'exprime pas le récepteur, ou bien il n'a pas été activé depuis le départ par la cytokine mise dans le milieu. Dosage des sous-classes des immunoglobulines. Vous savez, il y a l'IgG, IgG 1, 2, 3, 4, qui font partie de la réponse immunitaire adaptative. Parfois, il y a un déficit en sous-classe, ce n'est pas l'IgG total, mais certaines sous-classes, l'IgG 3, l'IgG 2, l'IgG 1, peuvent être déficitaires séparément. Examen spécifique, test au MBT. On verra dans dans le déficit spécifique, c'est quoi le MBT? Mesure de l'activité de l'ADA, dosage des cytokines. C'est-à-dire là, on va doser les cytokines et les molécules de transduction du signal à part. Et c'est des tests qui sont très sophistiqués. OK? Alors, on va commencer par les déficits immunitaires combinés sévères. Les déficits immunitaires combinés sévères sont rares, avec une fréquence estimée à 1 sur 50 000. Les patients atteints ont, sur le plan clinique, dès la première semaine de vie, infections récurrentes et sévères, bactériennes, virales, comme le parainfluenzavirus, le VRS, CMV, adénovirus, fongiques à germes opportunistes, tels que le pneumocystose. Ces infections ont un tropisme respiratoire, digestif et cutané. Dans certains cas, ces enfants se présentent avec une BCG disséminée secondaire à leur vaccination par le BCG le premier jour. L'ensemble des tissus lymphoïdes est hypoplasique, il n'y a pas de réponse immunitaire, la rate, les ganglions et le ténus. Sur le plan immunologique, les enfants atteints de SCID ou bien déficit combiné sévère présentent à l'hémogramme une lymphopénie à phénotypage lymphocytaire T, B et NK, une lymphopénie T profonde associée à certains cas selon le défaut génétique responsable à une lymphopénie B ou une lymphopénie des NK. Les taux des immunoglobulines sont bas et les sérologies anti-infectieuses sont négatives. Il existe une quinzaine de défauts génétiques différents connus dans la majorité une transmission autosomique récessive. Par exemple, généralement, tous les déficits sont de transmission récessive, généralement récessive, souvent autosomique, rarement liée au sexe. Tel que le déficit en enzyme, en adénosine, l'ADA, c'est une enzyme de détoxification de l'ADN au cours de la réplication. Au cours de la réplication, cette enzyme, elle détoxifie l'ADN et permet l'élimination de certains composants après réplication. S'il n'y a pas de détoxification, la cellule elle va mourir par apoptose. Tu as le pro-T, par exemple, le pro-B ou pro-NK. Dès qu'il va commencer à se multiplier et l'ADA elle est absente, il va s'arrêter en pro-cellule. Il va s'arrêter à ce stade-là parce que après sa multiplication, la cellule va mourir parce qu'elle n'est pas, la réplication ne s'est pas faite de manière correcte. Et du coup, la cellule va décéder par apoptose. L'aboutissement à la cellule finale T, B ou NK n'arrivera pas. D'accord? Au déficit en recombinaison VDJ par les RAG. Alors, lymphocyte T, lymphocyte B présentent des récepteurs spécifiques qui sont le TCR et le BCR. TCR, BCR,
Ce sont des récepteurs spécifiques qui font des recombinaisons au cours de leur développement. Les recombinaisons touchent la partie exprimée en extracellulaire et notamment la partie qui reconnaît le peptide antigénique. S'il y a défaut dans les RAG, c'est des modules qui sont impliqués dans la recombinaison, d'accord? La recombinaison ne se fait pas correctement en intracellulaire au niveau du cytoplasme du lymphocyte T et lymphocyte B. Le TCR et le BCR, ils sont défectueux, la cellule va mourir par apoptose. Le système immunitaire et le corps, notre corps généralement, il ne supporte pas d'avoir des cellules qui n'ont pas un développement normal. Souvent, ces cellules meurent par apoptose. C'est la mort naturelle. La même chose, s'il y a un déficit en RAG1 et RAG2, les récepteurs spécifiques ne font pas un réarrangement correct et la cellule va se suicider. C'est une autolyse. Elle va mourir par apoptose. Et du coup, elle va s'arrêter à un stade précoce et ne va pas aboutir à la cellule fonctionnelle terminale. Les défauts génétiques les plus fréquents responsables de SCID à une transmission récessive via X, il est causé par des mutations dans les récepteurs d'IL2 récepteurs gamma, codant pour la chaîne gamma-C au récepteur des interleukines 2, IL4, IL7, IL9, IL15 et IL21. Ne touche donc pas le garçon, alors la femme ne touche donc que le garçon plutôt, et les femmes sont vectrices asymptomatiques. D'accord? C'est un déficit qui est lié au sexe. La femme, elle est vectrice et les descendants garçons sont touchés. 5 mécanismes principaux peuvent être à l'origine des absences de lymphocytes chez les enfants atteints de SCID. Ils dépendent du défaut génétique à l'origine de la maladie, soit un excès d'apoptose par lymphocytes et thymocytes, déficit enzymatique complet en adénosine déaminase, gène ADA, responsable de SCID T négatif, B négatif, NK négatif, d'accord? Sinon, nous aurions un déficit en enzyme qui détoxifie l'ADN, nous aurions un lymphocyte T négatif, B négatif et NK négatif. C'est un SCID sévère avec T négatif, B négatif, NK négatif. Soit un défaut de l'ontogénie lymphocytaire T par défaut de signalisation de cytokines primordiales dans le développement des lymphocytes T, par exemple, défaut génétique de la chaîne gamma-C que je vous ai montré tout à l'heure, gène IL2 récepteur gamma responsable d'un SCID avec absence de T et de NK. Les B sont présents. Alors, nous aurions déficit en chaîne gamma, T négatif, NK négatif, absent, mais B, ils sont présents. Pourquoi? Parce que l'IL7 n'est pas indispensable à la survie et au développement du lymphocyte B. D'accord? Il y a d'autres cytokines telles que le BAF, je vais citer le BAF. Le BAF, il est indispensable pour le développement du lymphocyte B. Mais la chaîne gamma-C, elle ne figure pas dans le récepteur de cette cytokine, le BAF. D'accord? Et du coup, le B, il va se développer normalement. Par contre, T qui dépend de l'IL7, pas de l'IL2, et NK qui dépend de l'IL15, ne vont pas se développer, ils vont s'arrêter à un stade précoce et vont mourir par apoptose parce qu'elles n'aboutissent pas. Et du coup, nous aurions un SCID T négatif, B positif, NK négatif. Regardez là. Si nous aurions un déficit en ADA, le précurseur lymphoïde commun, alors vous voyez CSL, ADA déficitaire, le développement va s'arrêter à ce niveau. Nous aurions ni CD4, ni NK, ni lymphocyte B. D'accord? NK déficitaire, B déficitaire et T déficitaire. D'accord? Alors, si nous aurions un déficit en récepteur gamma de la chaîne gamma, voilà, la chaîne gamma du récepteur d'IL2, commune entre 2, 7, 15, 21, 9 et 15,
nous aurions un déficit en lymphocytes T, regardez les lymphocytes T plus les NK. Précurseur, regardez, le déficit, il est là, et l'arrêt, c'est le progéniteur lymphoïde commun TNK. Le premier, c'est le CCL, common, alors souche lymphoïde progenitor, à ce niveau, LADA. Il n'y aura ni T, ni B, ni NK. Le déficit en gamma C, c'est à ce niveau, progéniteur TNK négatif. Et du coup, nous aurions des B positifs, mais les NK et les lymphocytes T, ils sont absents. D'accord? Voilà, c'est ça l'explication. Aussi, on va joindre au déficit de la chaîne gamma le déficit du module de transduction du signal qui est lié au niveau cytoplasmique à la chaîne gamma, c'est le JAK3. Le JAK3, c'est un déficit autosomique récessif et la chaîne gamma, c'est un déficit qui est lié au sexe. D'accord? Alors, du coup, si nous aurions un skit T négatif, NK négatif et B positif, on doit penser à quel déficit? Chez une fille, hein, je parle des filles. Nous avions un nouveau-né, nous avons fait le limino-phénotypage, on a trouvé un T négatif, B positif et un K négatif. On doit penser à quel déficit? Répondez, s'il vous plaît. Essayez de répondre. T négatif, B positif, un K négatif. Je m'attendais à cette réponse. Ce n'est pas la chaîne gamma. Si c'était un garçon, on va dire que c'est la chaîne gamma parce que c'est lié au sexe. La femme, elle est vectrice et l'enfant, c'est les garçons qui sont touchés. Par contre, si nous aurions T négatif, B positif, NK négatif, c'est les filles qui sont touchées, qui peuvent être touchées, mais c'est le JAK qui est impliqué. D'accord? C'est le JAK3. Gamma, elle est là, mais il n'y a pas le JAK qui traduit le signal au niveau. Le JAK, voilà, c'est le JAK. C'est le JAK. Gamma, elle est liée au JAK. Si la chaîne gamma, elle est là, et le JAK n'y est pas, nous aurions, c'est un déficit similaire au déficit de la chaîne gamma, la gamme, depuis tout à l'heure, je confonds, de la chaîne gamma. Par contre, ce n'est pas gamma qui est déficitaire, c'est le JAK3 qui va traduire le signal, la transduction des signaux au niveau de la cellule et va permettre de la cellule de se développer ou d'être fonctionnelle. Sachez, je voudrais mettre ça entre parenthèses, je vais vous donner l'exemple de l'insuline. Si vous auriez une résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est la présence des récepteurs, d'accord? Mais ils résistent à l'insuline, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'interaction, la résistance à l'insuline. C'est un manque plutôt d'expression des récepteurs à l'insuline. C'est ça la résistance à l'insuline, l'insulinorésistance. Ce n'est pas le déficit en récepteur, mais c'est une résistance. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'interaction cellule-récepteur? D'accord? S'il n'y a pas l'insuline qui va agir son récepteur, il n'y aura pas de déverrouillage pour ouvrir les canaux pour qu'il y ait introduction du glucose puis sa dégradation. C'est une cascade intracytoplasmique. La même chose pour nous. Si nous avons l'IL-7 qui va agir sur son récepteur au niveau de l'IL-2, imaginez qu'à l'intérieur de la cellule, il y a une cascade d'actions, de réactions qui va aboutir à une action secondaire. D'accord? C'est séquentiel. C'est-à-dire, si il y a de l'IL-7, au niveau cytoplasmique, il y a d'autres molécules de transduction. C'est comme la tombée du domino. C'est l'un qui va activer des cascades qui vont s'activer l'une après l'autre pour aboutir au niveau du noyau d'un changement. D'accord? Il y a après des récepteurs nucléaires et après ce récepteur nucléaire va se localiser au niveau du noyau pour, euh, pour, pour impacter le développement
au niveau développement de cette cellule en intranucléaire, d'accord? Il y aura une action au niveau, par exemple, l'IL2, activation, cascade au niveau du noyau, sécrétion, synthèse, transduction du signal. Elle va donner une sécrétion de l'interféron, d'accord? Action, conséquence, sécrétion de l'interféron, c'est l'expression c'est l'expression du gène des interférents, transcription plutôt, synthèse protéique et la cellule va synthétiser de l'interféron. La même chose pour les cellules. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que l'interaction des cellules avec son ligand ne s'arrête pas à ce niveau. Il y a des conséquences intracellulaires, cytoplasmiques, nucléaires, avec une synthèse protéique. OK? Voilà. Alors, soit un défaut de recombinaison VDJ, responsable des défauts, je parlais des skids déficitaires comme sévère, soit un défaut de la recombinaison VDJ responsable des défauts de l'ontogénie des lymphocytes T et B caractérisés par une absence des lymphocytes T et B. Par exemple, le déficit en RAG responsable d'un skid T négatif, B négatif, NK positif dans la figure, soit un défaut de l'ontogénie lymphocyte T dû à une anomalie génétique du chaîne du co-récepteur TCR, par exemple déficit en CD3, responsable d'un skid T négatif, B négatif, positif, NK positif. L'absence de l'immunité adaptative est donc responsable de déficit immunitaire humoraux avec révélation précoce par un spectre infectieux large met en jeu le pronostic vital rapidement si ces enfants ne sont pas protégés par des dispositifs sans agents pathogènes. Une bulle, par exemple, en attendant une reconstitution immunologique à l'aide d'une transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Si on va récapituler, nous avions les SCIT, c'est les combinés, déficits combinés sévères. Quand je parle de combinés, c'est les trois cellules lymphoïdes, T, B et NK. On va revenir. Si nous aurions, je vais mettre le point sur les déficits les plus fréquents. Alors, si nous avons un SCID T positif, plutôt T négatif, NK négatif, B positif, on doit penser à quoi? C'est la chaîne gamma commune, d'accord? Si l'enfant atteint est un garçon. Si c'est une fille, on doit chercher un déficit en JAK3, d'accord? Et pour les deux, ça peut être le JAK3. Pour le garçon, c'est la chaîne gamma. Pour la fille, JAK. Et pour les deux, ça peut être le JAK3. Voilà. Si nous avons un SCID, déficit en T et en B, et les NK sont négatifs. T et B présentent des récepteurs spécifiques TCR et BCR, c'est-à-dire il y a un défaut de la recombinaison. Il faut chercher le déficit en RAG, RAG1, RAG2. Aussi, ils vont nous donner un déficit en lymphocyte T, lymphocyte B avec des NK conservés. Si nous avions un déficit en lymphocyte T uniquement, pour le lymphocyte T, on ne parle pas de TCR seul, mais on parle de l'hétérodimère TCR CD3. Le CD3, il est très important. On ne peut pas avoir un TCR sans CD3, d'accord? Il constitue un élément très important pour l'interaction du lymphocyte T avec la cellule dendritique, bien avec les cellules présentatrices d'antigènes. Le CD3, il est capital pour l'expression du TCR. Si nous aurions un T négatif, il faut penser directement au déficit en CD3. Si nous aurions un déficit T négatif, B négatif, NK négatif, c'est-à-dire le déficit, il est précoce. Il est très précoce et là, c'est l'enzyme de détoxification de l'ADN et ce sont les ADA. On va penser aux ADA. Alors, je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup d'informations. Je préfère qu'on s'arrête ici. Et la prochaine fois, on va voir les déficits humoraux plus les déficits secondaires. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y a pas de questions. Non, madame, c'est clair.
C'est aussi clair que ça. Très bien. Alors, on verra. Je vais m'organiser avec votre délégué pour voir la- le déroulement de la semaine prochaine, de la séance prochaine. Inch'Allah, متنديروها. Peut-être demain. Si vous êtes disponible demain, on la fera demain, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous en prie.